Félicitations à tous ceux qui sont passés au les mains au premier tour, surtout du BEPC, parce que hier, il y a certains qui ont eu leurs résultats, donc on dit encore félicitations à tous ces candidats-là qui ont réussi à leur BEPC. Pour ceux qui sont au second tour, ce n'est pas grave, vous avez une deuxième chance pour vous rattraper, beaucoup de courage dans les révisions, et pour ceux qui sont récalés tout simplement, à l'année prochaine et surtout beaucoup de courage. C'était pas facile, hein? Je sais qu'il y a certains qui ont eu leurs résultats notamment à 21h, à 20h30 et bien d'autres. En tout cas, c'était une longue attente, mais heureusement, si vous avez eu, bon, ce n'est pas grave aussi si vous n'avez pas obtenu ce diplôme d'abord ou si vous n'avez pas été admis, parce que Dieu vous donnera une autre chance l'année prochaine. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Aujourd'hui, on parle sport. Dans la rubrique Invité du jour, nous serons avec le journaliste sportif Abdoulaye Bandaogo qui va analyser donc les prestations des étalons lors de ces dernières sorties-là et qui va surtout se projeter, analyser la suite de leur sortie ou sinon les chances même des étalons pour la qualification à la Coupe du Monde. On verra bien, ça sera dans la rubrique Invité du jour. Plus tard, on parlera question de droit également avec notamment le promoteur d'une plateforme digitale d'information ou donc de dénonciation en fonction des questions en fonction donc avec la loi. On en parlera avec M. Dieudonné Lankwandé tout à l'heure. Avant tout ça, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouidrago et on recevra des annonceurs sur ce plateau. Et vous le savez, depuis lundi, on vous parle des habitats du Faso. Donc, on y va pour à la découverte. Jour 3 de la semaine et nous poursuivons notre périple donc sur les habitats du Faso et nous découvrons à l'intérieur de ce musée, vous retrouverez donc les habitats du Faso. Et notre guide touristique est M. Auguste Bado qui a bien voulu nous conduire pour la visite de ces habitats du Faso. Donc on écoute ce qu'il nous dira et on profite de regarder les images de ces habitats. De la Boucle de Monde, nous parachutons à l'est du Burkina où nous allons rencontrer la communauté Gourmatier. Alors, voici, nous sommes au niveau de l'habitat Gourmatier. Avec sa particularité, d'abord, nous avons une maison avec un toit en paille et devant, vous avez une meule. Et c'est cette meule-là qui est utilisée par les femmes pour moudre également la farine. Alors, pourquoi un peu une ressemblance avec d'autres communautés, on le verra plus loin, qu'ils ont un lien avec certains groupes ethniques tels que les Mossé. Nous sommes à l'intérieur d'un habitat gourmandier. Et chez les gourmandiers, il faut dire que la géomancie fait partie, en tout cas, de leur activité phare. Donc, en témoigne la présence du sable que nous avons devant nous. Et chez les gourmandiers, tout s'explique à travers le sable. Donc, lorsque on est face à une situation, il faut consulter le sable pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir et quelles sont les solutions qui vont en découler. Et vous avez ici une sorte de jarre qui permet de conserver souvent certains types de céréales. Par exemple, on peut même mettre de l'arachide à l'intérieur. Mais là, c'est utilisé souvent pour donner aux petits-fils, voilà, ou aux étrangers qui arrivent, on peut prélever quelque chose comme de l'arachide et autres. Mais vous avez également souvent des greniers à côté pour la conservation des céréales. Le foyer qui est toujours d'actualité dans presque tous les habitats du Burkina, donc c'est les foyers 3 pierres. Donc, et ces foyers, vous voyez, par exemple, toujours au niveau du mur, et on peut aussi ajouter une 4e pierre lorsqu'on veut ajouter une 2e marmite. Et là, ça permet d'économiser en bois au lieu de faire un 2e foyer. Alors, maintenant, nous voyons des canaries empilés. Ça fait partie d'une des fonctions du mobilier domestique traditionnel qui est la décoration. Quand vous rentrez dans la maison d'une femme, à travers la manière dont elle va classer je dirais ses ustensiles, on peut savoir c'est quel type de femme qui vit dans la maison, si elle est ordonnée ou pas. Et c'est en même temps des lieux de cachette, voilà, ou de leur trésor. Donc, lorsqu'elle en a beaucoup de canaries, vous n'allez pas savoir dans quel canari elle a caché de l'argent ou bien des bijoux pour le mariage de sa fille.
Maintenant, au niveau de l'art vestimentaire, vous avez ici un habit traditionnel du Faso d'Anfani, je dirais typique au gourmandier. C'est beaucoup plus la couleur noire et le fond noir avec le rouge, mais également nous avons aussi du blanc et du bleu qui fait partie aussi de leur tenue traditionnelle. Voici au niveau de l'habitat Marca, et qui dit Marca, c'est le même groupe que les Dafi. Et la particularité de l'architecture Marca, ce sont des maisons de forme rectangulaire avec plusieurs pièces. En témoigne cette maison qui a 3 pièces. Et quand vous y entrez, une autre particularité, c'est le mobilier que vous allez voir à l'intérieur. Et le toit de la maison est en terrasse. Alors, parmi ce qu'on peut avoir, vous avez des pots, donc des canaris, et je dirais les femmes des Marca, ce sont les femmes qui ont, je dirais, une spécialité en matière de la poterie. Voilà. Donc vous allez voir par exemple que dans la région de Kériba et autres, les femmes sont connues pour la poterie. Et ce qui fait que vous allez voir qu'il y a beaucoup de mobilier en argile cuite. Maintenant, au niveau de l'art vestimentaire également, les Marcas sont très connus, avec par exemple leur pain qu'on appelle le pain toutou. Un pain très cher parce qu'il est constitué de soie et du coton. Donc le prix de la soie fait que ce pain aussi est également très cher. Et un homme par exemple qui n'achète pas ce pain pour sa femme, ce qui veut dire que soit il est pauvre, soit il est avare. Étant donné que nous sommes au niveau de l'habitat Marca, nous voyons également un champ de sésame. Il faut dire que le sésame est une culture très répandue dans la région de la boucle du Moun. Et c'est pour cela que vous voyez que le sésame se trouve à côté de l'habitat. Et également, le sésame est très connu pour, en tout cas, ses qualités en matière d'huile. Il faut dire qu'au niveau des habitats traditionnels, une grande majorité de ces habitats-là sont faits à base de toits en bois. Cela est dû au fait que chaque communauté utilise les matériaux qui étaient à sa disposition. Et également selon le contexte. Quand nous prenons par exemple les Gouroussi, les Samo, vous allez voir que les Marcas, ils utilisent l'architecture avec un toit en bois. C'est parce que dans ces milieux, le bois était le matériau le plus utilisé. Et également, ça dépend de la technique. Étant donné que c'est des maisons sous forme carrée ou rectangle, on ne peut pas utiliser un toit en paille facilement. Voilà. Et de même, vous allez voir qu'au niveau de l'habitat Peul, vous allez voir que c'est une architecture faite à base de paille. Ça aussi, c'est dû pour un contexte bien connu, qui est le fait que, comme c'est des nomades, ils ne peuvent pas utiliser des matériaux de fortune. Voilà, cela les oblige à utiliser des matériaux qu'ils peuvent facilement déplacer. La terre rouge est utilisée au niveau de certains habitats tels que l'habitat Bobo ou l'habitat Sénéfo. Cela est dû tout simplement au type de sol qu'on retrouve dans ces régions-là. Vous allez voir quand vous allez dans la région de Bobo ou dans la région des Cascades, il y a la latérite rouge qui donne cette couleur-là au niveau de l'habitat. Lorsque vous arrivez au niveau de chaque habitat, une des particularités sur la majorité de nos habitats traditionnels, c'est que la porte d'entrée est basse. La raison, c'est que lorsque vous allez chez quelqu'un, on peut expliquer ça, vous devez vous abaisser. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un, je dirais, d'une manière comme si vous êtes rentré en brousse. Donc quand vous arrivez, il faut vous abaisser. C'est un signe de respect pour la personne qui va vous accueillir.
des nouvelles idées. Alphonse Drago est à présent bien installé sur ce plateau et on y va. Et écrit délibération BPC 2024, faites du bruit. C'est donc une déclaration d'un candidat qui a donc eu son BPC. Agia de comme légal à l'université et le cours magistral endogène eut lieu, c'est-à-dire dans les humains de Bari. Tabaski, quel plat pour les diabétiques, se demande le journal dans sa rubrique Carnet de santé. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, ses étalons aux deux visages, écrit le journal. Amadou Ba libéré au Mali, sauvé par le mouton sacrificiel de la Tabaski, s'interroge le journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Avec le journal Le Quotidien, on peut lire ce matin production, conditionnement et exploitation illégale de farine de maïs et exportation illégale de farine de maïs. La gendarmerie démantèle un réseau à Yakma, c'est-à-dire à la page 8 du journal. Financement du pacte digital, plus de 92 milliards de francs CFA pour accélérer la transformation numérique au Burkina. C'est un autre titre du journal Le Quotidien. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, des journalistes sportifs analysent. BPC session 2024, des candidats entre joie et tristesse. Le journal Le Pays nous parle également ce matin de la proclamation des résultats du premier tour de BPC et écrit quand la joie des admis cache mal la tristesse des récalés, c'est-à-dire à la page 2 du journal. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit affaire Maître Guilherme Cam, Ousmane Sonko à médiateur. C'est donc une interrogation à lire à la page 13 du journal. Disparition du docteur Aruna Louré, l'ordre régional des médecins inquiet. Toujours dans ce journal, on peut lire veille et engagement citoyen des Waïens invités à promouvoir les valeurs de la transition, c'est-à-dire à la page 16 du journal. Exportation illégale de céréales, un réseau démantelé, écrit le journal Le Pays. Aujourd'hui au Faso, barre à sa une ce matin, disparition du docteur Aruna Louré, l'ordre régional des médecins inquiet et soutient sa famille. Le Sénégal dans le cénacle des producteurs de pétrole. Attention au bradage, à l'encan et à la malédiction, écrit le journal Aujourd'hui au Faso. Toujours dans ce quotidien, on peut lire Affaires étrangères et SIL, la présidente de l'institution sollicite l'accompagnement du département. Bobo Doulasso, un incendie d'un entrepôt de Sitaray maîtrisé par les sapeurs-pompiers, nous informe le journal. Toujours dans ce journal, on peut lire crash de l'avion du vice-président du Malawi, trop d'accidents d'hélico et d'avions ces derniers temps, écrit le journal. Terminons avec le journal de tous les Burkinabés, Sidoya, qui nous rapporte ce matin. Premier tour du BPC, fortes émotions au lycée Marienne Gouabi. 76 admis sur 310 au jury. Numéro 2 de Locke, c'est toujours un article à lire dans ce journal. Production et exportation illégale de farine de maïs. La gendarmerie démantèle un réseau clandestin à Yakman. Conférence internationale du travail, échange avec le ministre qatari du travail et la directrice Afrique du BIT. Riposte contre la dengue, le ministère de la Santé affûte ses armes, écrit Sidoya. Dans sa rubrique On murmure, Sidoya écrit un centre médical en fume, c'est riverain. C'est nid d'éléphant au quartier Tampuy. C'est donc à lire toujours dans Sidoya. Projet d'accélération de la transformation digitale du Burkina. L'ALT autorise un financement de plus de 92 milliards de francs CFA. Merci bien Alphonse pour ces titres. On revient sur la délibération du BPC 2024. Ça a commencé hier. Oui, ça a commencé hier dans certains centres de santé. Centre d'examen plutôt. Oui, centre d'examen. Scolaire. Oui, centre d'examen. Je pensais à la dengue. Alors, donc, c'est pour dire que l'attente a été longue. Depuis, donc, dans la matinée,
dans certains centres d'examen, l'information était qu'on allait procéder aux délibérations autour de 11h, ou 14h ou 16h, en tout cas pour le lycée Marianne Gouabi à Ouagadougou. Ce sont les heures qui étaient vraiment retenues par les candidats. Oui. Mais malheureusement, c'est allé au-delà de ça. Et dans certains centres d'examen aussi comme Bogodougou, ça a été le cas. C'était autour de 17h que les candidats ont donc été appelés à écouter donc les résultats. Alors c'était comme a écrit le journal Le Pays, quand la joie des ennemis cache mal la tristesse des recalés. Des gens étaient vraiment dans la liesse, dans la joie parce que ils ont donc réussi, ils ont décroché donc ce diplôme de BPC. Et au lycée Marianne Gouabi par exemple, au niveau du jury numéro 3, on peut dire que la moisson a été bonne parce que sur 348 candidats, 147 sont donc admis au premier tour avec 115 au second tour. Donc du coup, ils se retrouvent avec 42,22% de taux de réussite déjà. Donc ceux qui sont dans l'admissibilité sont donc appelés à composer vendredi prochain, le 14 juin. Ça peut-être qu'ils auront un taux vraiment considérable, mais dans d'autres centres, c'est l'attente toujours, parce que d'autres centres d'examen devraient donc procéder à la délibération ce matin, ou en tout cas dans la mi-journée. Dans la mi-journée. Et ce qu'on ne comprend pas, ce sont les retards de cette année. On ne comprend pas. Et tu as parlé de 17h à Marianne Gouabi. Moi, il y a un établissement à Tanguay, j'ai oublié le nom, où ma propre nièce a composé. Heureusement, elle est admise au premier tour. Félicitations. Merci bien. Elle, j'étais au téléphone jusqu'à 20h. Je t'assure. Donc, jusqu'à 20h, pour qu'elle me dise, ah, tanti, c'est sorti, j'ai eu. Alors, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que, comme a relevé le président du jury numéro 3 au niveau du lycée Marianne Gouabi, comme nous rapporte l'observateur Palga, c'est ce logiciel chez ici, c'est-à-dire le système intégré de gestion des examens et concours. Donc, ce logiciel-là a donc eu des difficultés. Ils ont rencontré des difficultés avec ce logiciel. Ça fait que le travail a pris du temps. Et avec l'imprimante, ils ont eu ces problèmes-là. J'imagine que dans certains endroits, il y a ce problème. Vous savez qu'avec ce logiciel, dès que les copies sont corrigées, les résultats sont acheminés vers ce logiciel. Et c'est ce logiciel qui va traiter des notes de tous les candidats, veiller à la vérification, jusqu'à en tout cas à rapporter ce que tout un chacun a eu avant donc de procéder à rassembler les résultats, les admis, ceux qui sont au second tour. Donc c'est un travail qui prend du temps. Je pense que ce sont ces petites difficultés rencontrées qui ont fait qu'ils ont accusé ce retard-là dans les délibérations. Donc, dans certains centres d'examen également, aujourd'hui, on va en tout cas devoir attendre jusqu'à une certaine heure parce que quand c'est un logiciel nouveau, la manipulation rencontre des difficultés, et surtout pour des gens. Si vous n'êtes pas un habitué, c'est difficile. Donc, c'est un logiciel qui est en usage depuis bientôt 2 ans. Mais si 2 ans après, on est toujours, on rencontre toujours ces difficultés, ça montre qu'il va falloir donc évoluer dans la formation pour l'utilisation de ce logiciel. Je pense qu'il faut former les personnes concernées pour que les années à venir, les choses aillent beaucoup plus vite. C'est ça. Et je pense que quand la machine remplace l'homme, c'est un des objectifs pour qu'on puisse gagner en temps. Tout à fait. Et si ça doit malheureusement être le contraire, c'est dommage. Alors, il se dit également que les sujets n'étaient pas abordables. Oui, j'ai souri un peu quand je voyais sur le net les Ivoiriens dire, par exemple, que ces sujets qui ont été proposés, soumis aux candidats du BPC au Burkina Faso, qu'en Côte d'Ivoire, même des gens qui ont le bac n'allaient pas réussir, n'allaient pas gagner leur BPC. Ça montre que
c'est une façon de marier, mais en réalité, les sujets étaient un peu costauds. Je n'ai pas vu tous les sujets, mais je pense que les commentaires des uns et des autres montrent que c'est le high level. On veut vraiment un niveau qui répond vraiment à un candidat qui a réussi à son BPC, qui a un diplôme, qui le mérite. Je pense que c'est ça qui est mis en avant. Moi, je pense que sur les réseaux aussi, j'avais vu le sujet problème des élèves du CEP. Là. Du CEP. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit que depuis là, lui, il réfléchit. Il réfléchit, il n'arrive pas à trouver. Donc, il a posté ça pour que les gens l'aident à réfléchir. C'est vrai que beaucoup lisent. Quand tu lis, tu es tenté de passer vite, quoi. Au lieu de t'arrêter, voir si tu vas trouver. Bon, d'accord. De toute façon, bonne chance et félicitations à ceux qui ont obtenu au premier tour et bonne chance aux autres. Merci bien, Alphonse. Quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter. La formation des OAI, une formation initiée par le ministère en charge de la jeunesse pour ces jeunes, ces leaders qui soutiennent la transition, communément appelée les OAI. Donc, cette formation en cours vise donc à renforcer leur capacité de veille de la transition, pour la bonne marche de la transition. Vous savez que c'est des gens généralement considérés comme des gens qui n'ont pas le niveau, qui ne poussent pas à la réflexion, qui se limitent juste à réagir sur les réseaux sociaux, peut-être à des moments des injures et autres. Donc je pense que c'est pour donc franchir ce cap-là que le ministère en charge de la jeunesse a jugé utile d'initier une formation de quelques jours pour ces jeunes, ces leaders, ces OAI. Et l'objectif, c'est quoi? C'est attendre que ces jeunes-là soient vraiment des partisans, des artisans de la bonne marche de la transition, qu'ils puissent avoir les rudiments nécessaires pour veiller, pour contrôler l'action de la transition et pour protéger davantage la transition et soutenir l'action. Je pense que ce sont ces éléments-là qui sont mis donc en avant et ça tombe bien parce que je pense que ça aussi, ça va aider à ce qu'ils soient beaucoup plus civilisés. Je considère qu'ils sont civilisés, mais beaucoup plus civilisés, que ça soit au niveau de leur sortie, qu'on sente vraiment le respect, qu'on sente le leadership, qu'on sente vraiment que c'est des gens qui ne sont pas des gens qui ne savent pas là où aller, mais ce sont des jeunes à un moment donné de la vie de notre nation, se sont donnés et ont décidé de prendre vraiment leurs responsabilités aux côtés du pouvoir de la transition. Et avec ces formations, j'imagine, si on multiplie ces genres de formations, je pense qu'on va avoir des jeunes qui vont être vraiment des garants de la bonne marche de cette transition. Merci bien, Alphonse, pour ces informations. On va à présent sillonner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Je sais qu'à Ouagadougou, il fait beau temps quand même parce que nous avons eu une pluie hier, donc on verra pour les autres villes. Notre confrère Abdoulaye Bandaogo, journaliste sportif, est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci bien, merci d'être là. C'est un plaisir. Alors, Abdoulaye Bandaogo, journaliste sportif à Omega Media, comme je le disais. Aujourd'hui, ça c'était face à l'Égypte. Ces dernières sorties-là, comment vous les avez trouvées en général? Pour vous dire vrai, j'ai trouvé une sortie très moyenne de nos étalons parce que quand on fait partie du quota et du football africain, on peut pas être content de la prestation de nos étalons lors de ces deux sorties. C'est vrai que c'était vraiment attendu et c'était une nouvelle expérience aussi pour le sélectionneur avant de revenir sur son cas. On va parler de la prestation d'ensemble en tout cas des étalons. Sinon, personnellement en tout cas, et j'ai trouvé vraiment une sortie peu convaincante des étalons, que ce soit le match face à l'Égypte où on n'a pas cru et à nos chances dès la première mi-temps et en second peu on sort avec une autre équipe, surtout dû à des changements où on a titillé l'Égypte malgré de tenir tête face à cette équipe des Pharaons. On perd 2-1, mais on perd le match en tout cas avec beaucoup d'expérience côté égyptien et surtout la rencontre
face à cette équipe Sierra Léonaise que là, jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à comprendre parce que, en tant que journaliste, oui, je comprends, mais en tant que supporter, hormis le journaliste, vous savez que nous tous, on a le cœur qui bat pour le Burkina Faso. Oui. Donc, franchement, on n'a pas apprécié l'attitude des joueurs sur le terrain, surtout l'attitude de l'entraîneur pendant la deuxième période. Et on mène 2-0, une première mi-temps vraiment flamboyante, neuf et éclair. La deuxième période, on se demande, et ce sont les mêmes joueurs qui ont joué la première période, on se fait rejoindre 2 fois au score et on arrache le match nul. Et pourtant, on se dit qu'il était temps pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, Mexique, Canada, États-Unis 2026. Si on veut se qualifier dans telle compétition, les petites heures, ça se paye et ça se prépare. Donc pour moi, je pense que la prestation, la double sortie des étalons, c'était vraiment peu convaincante à mon avis. Alors, pour le match contre la Sierra Leone, un match nul, mais beaucoup qualifient ce match nul-là de perte pour les étalons. C'est comme s'ils avaient donc perdu le match pour certains observateurs. Est-ce à dire que la Sierra Leone était quand même une équipe prénable pour le Burkina? Il n'y a pas une équipe qui est prénable sur le continent africain. Toutes les équipes évoluent. Quand vous prenez la Sierra Leone, rien qu'en 2022 au Cameroun, ils ont tenu tête à l'Algérie, même à la Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire aussi que les étoiles doivent en tout cas faire des contre-performances, surtout quand vous menez au score. Il faut savoir gérer souvent le score avec beaucoup d'expérience et beaucoup de capteurs sur le terrain. Sinon, je vois certains Burkinabés qui félicitent la défaite des étalons face à l'Égypte et qui ont mal pour le nul de la Sierra Leone. Et pourtant, on prend un point. Sinon, pour moi, je pense que c'était pas gagné d'avance. Et on avait l'obligation de faire un résultat, surtout un résultat positif, une victoire et absenta, parce que on veut aller à une Coupe du Monde. On joue face à la Sierra Leone. La Sierra Leone qui fait partie, et je pense qu'elle est 100 et quelques classée mondialement, et le Burkina fait partie du quota du football africain. C'était inconcevable qu'on mène 2-0 à la deuxième mi-temps. On se laisse rejoindre au score et pourtant, on veut aller jouer une Coupe du Monde. Après, c'est pour nous faire sortir des discours par-ci, par-là. Moi, je pense que, pour moi, j'ai un goût d'inachevé de la prestation face à cette équipe. C'était l'occasion de recoller au score, de recoller au rang avec l'Égypte qui avait fait un match nul face à la Guinée-Bissau bien avant le début de notre rencontre. Donc c'était une occasion parce qu'il y avait 5 points entre le Burkina et l'Égypte. Donc si on gagnait au moins une victoire, on allait revenir à 4 ou 3 points. Donc on pouvait être en même temps sur le chemin pour la qualification de la Coupe du Monde. Donc pour moi, ceux qui prennent ça comme une défaite, ils ont parfaitement raison parce que une deuxième mi-temps inexistante de notre équipe, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Prenons les joueurs, parlons donc des joueurs qui étaient sur le terrain. On a vu ce nouveau gardien des étalons qui, en faveur de l'absence de Hervé Kofi, aussi a montré ses talents, selon certains. Comment vous l'avez trouvé, Kylian Nikiema? Écoutez, c'est un jeune gardien qui est en train de tracer son chemin. C'est un jeune gardien manque d'expérience dans ces compétitions. Je vous ai bien et belle dit dans mes premières analyses que les petites erreurs, ça se paye cash. On a vu ses limites. Que ça soit face à l'Égypte ou surtout à la Sierra Leone. Parce que dans ces compétitions, on a plus besoin d'un gardien d'expérience, pétri de talent et tout. Il est en train de faire ses preuves. C'est vrai que c'est un espoir du football burkinabé côté gardien. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment limité et c'est ce qu'il nous a montré aux yeux de tout le monde face à cette équipe sierra-léonaise. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on dit le gardien titulaire des étalons, c'est Hervé Kofi Kouako. On a vu des couacs, surtout Kofi, et s'il se blesse. Voilà, il s'est blessé, selon les informations. Il n'est pas là. Mais qui est là pour le remplacer valalement? On n'a pas ce gardien d'expérience qui peut gérer une rencontre. Parce que vous savez que dans le football, les postes qui sont vraiment sacrés, c'est le poste du gardien, la défense et surtout l'attaque.
Et surtout l'attaque. Il faut une colonne vertébrale. Même si une équipe nationale n'a pas forcément besoin d'ossature, je pèse mes mots, une équipe nationale n'a pas forcément besoin d'ossature, mais l'équipe a besoin des hommes en forme du moment. Et je pense que l'absence de Hervé Kofi Kouakou a été, en tout cas, personnellement, beaucoup ont senti son absence parce que Kylian n'a pas été à la hauteur de nos attentes, surtout pour la deuxième rencontre. Il n'y avait pas que Kylian Nikema sur le terrain, il y avait quand même la défense avec le Zaksova. Donc je veux parler de Hermo Tapsova qui était là. Est-ce que la défense a assuré? Défense a assuré, c'était une défaite collective. C'était une défaite collective. Mais là où j'aurais aimé que Hermo fasse plus prenne beaucoup ses responsabilités, c'était pendant la deuxième mi-temps. Il fallait qu'il parle à ces jeunes parce que Hermo a une grande expérience. Hermo est champion d'Allemagne. Hermo a joué la Coupe Europa League. Hermo a joué en tout cas beaucoup de compétitions. C'était le temps à Hermo de montrer, même s'il n'a pas le brassard de capitaine, il devrait en tout cas donner de la voix, montrer le bon chemin surtout à ses frères, de dire il ne faut pas baisser le bras, il faut serrer les rangs. Regardez le deuxième but. J'ai senti de la suffisance et manque de concentration de nos joueurs. Le joueur Bakayoko qui rentre, paf, il gagne la balle. Il bat le gardien. Moi, je pense qu'il y avait une certaine suffisance qui ne disait pas son nom et un manque de concentration. Là, il appartenait maintenant aux joueurs d'expérience de parler aux jeunes, de resserrer les rangs. C'est vrai, on vient de réduire le score, mais cela ne veut pas dire que nous sommes sur le chemin de perdre le match. Resserrer les rangs, essayer de réduire un peu les espaces parce que quand on marque un but, l'équipe a une nouvelle inspiration, a une seconde motivation pour revenir au score. Donc, c'est à vous de les continuer, c'est à vous de réduire les espaces et en tout cas, en plus aussi, prendre en sandwich en tout cas les adversaires parce que en montant, ils vont créer des espaces et pourtant, on a des flèches. Même s'ils étaient fatigués, on pouvait gérer la rencontre. Vous avez vu la prestation de l'Égypte. Malgré que l'Égypte était en position de faiblesse, ils ont su gérer. Mohamed Salah qui est le fer de lance de l'équipe égyptienne, que ce soit Trezeguet, que ce soit au niveau de la défense, parce que la défense égyptienne c'était composé les 5 joueurs étaient composés des joueurs de Al-Ali. C'est une équipe qui sait subir. Une équipe qui sait suivre, sait gérer ses temps forts et ses temps faibles. Mais par contre, chez nous, on n'a pas su gérer nos temps faibles. Donc, c'est pour ça, là où j'en veux énormément à Hermon, il devrait mobiliser, en tout cas, coûte que coûte, ses coéquipiers, parce qu'on avait deux joueurs expérimentés au sein de la défense. Steve Yarou, qui est le plus ancien du groupe, même s'il a fait une rencontre moyenne, c'est le couteau suisse de notre équipe, mais Hermon, il appartenait à Hermon en tout cas, que ce soit au niveau de la défense, surtout au niveau du secteur média, de remobiliser, surtout donner un mental de fer à ses coéquipiers de ne pas encaisser ce deuxième but. Et après aussi, on s'intéresse à des jeunes comme Gustavo Sangaré, Hassan Bandé, qui devraient, Franck Lassina. Alors, comment vous avez trouvé aussi la prestation de ces joueurs? Non, Hassan revient et il a la chance de jouer 2 matchs successifs avec le sélectionneur parce qu'après sa blessure, on n'a plus le même Hassan Bandé qui quittait Malines pour l'Ajax Bandé. Il a eu une grosse blessure, il revient petit à petit et c'est pas le talent de Hassan Bandé, il doit travailler davantage, même si sa deuxième mi-temps face à l'Égypte en tout cas a été vraiment convaincant parce que c'est suite à son entrée, Cédric Badolet et Seydou Saint-Poré qui ont pu stabiliser en tout cas l'assaut qui ont pu arrêter et handicaper le jeu égyptien. Mais cette fois-ci, je pense qu'en première période, sur son vis-à-vis, il passait. S'il passait pas, c'était une faute pour le Burkina. Mais en deuxième période, on sentait un joueur en tout cas qui était vraiment émoussé, qui était un peu fatigué et il fallait le changer parce que la Sierra Leone, c'est une équipe vraiment... Elle a subi, mais quand on voit ses sorties de balles, c'est une équipe technique, c'est une équipe qui croit à ses chances. Et c'est la raison pour laquelle elle a marqué 2 buts. Donc, et je pense qu'il doit travailler pour revenir à son meilleur niveau. Franck Lassina aussi, il marque son but, il marque le penalty, c'est notre attaquant de pointe, c'est un fer de lance aussi pour l'équipe burkinabé. On sent aussi qu'il n'a pas toutes ses sensations. Sinon, il a été alimenté avec beaucoup de balles en attaque, mais malheureusement, on a vu son tir sur la barre transversale, je pense que c'était la 2e ou 3e minute. Après, il a eu les occasions, il n'a pas pu scorer. Le penalty, il marque pour sauver sa rencontre. 2 matchs, 2 buts, je pense que c'est bon pour un attaquant de pointe. Mais Gustavo Sangaré, je l'ai toujours dit, sur ce même plateau, si vous vous rappelez, après le match contre le Cap-Vert sur ce plateau, vous m'avez reçu ici. Je pense qu'il est temps qu'on se dise une certaine vérité. C'est vrai.
À talent égal, mais l'expérience fait la différence. Mais on voit qu'il y a des joueurs qui sont en manque, qui sont en baisse de régime, que ce soit Gustavo, Blati Sangaré ou Blati Touré. Il faut qu'on se dise une certaine vérité. On a une génération qui sont en train de monter, on a une génération qui est en train de monter, on a des jeunes joueurs qu'on doit faire la confiance. Et si vous ne faites pas confiance à un joueur, le joueur même peut même pas se faire confiance. On voit les limites de Gustavo Sangaré et de Blati Touré. Il faut les mélanger, il faut créer une certaine concurrence au sein de l'équipe nationale. Moi je pense, c'est vrai, on ne doit pas l'écarter, non, jamais. Ce sont des joueurs qu'on peut toujours utiliser, mais c'est l'utilisation sur le terrain. Donc, ces joueurs n'ont plus... moi je n'ai plus, en tout cas, leur faire confiance pour une rencontre de ces niveaux, les mettre comme titulaires, et pourtant on sait qu'ils sont en baisse de régime. C'est ralentir en tout cas notre avancée. Donc moi je pense qu'avec Gustavo, son club même descend en 3e division, je prie qu'il trouve un club en 2-2 ou soit dans un autre championnat où le niveau sera vraiment élevé pour qu'il puisse exprimer son talent sportif. Parce que c'est un excellent joueur, mais pratiquement un an, Gustavo n'est plus à la hauteur de nos attentes. Alors, Abdoulaye Bandaogo, qu'en est-il de la prestation de l'entraîneur, le sélectionneur Brahma Traoré, durant donc ces 2 sorties? Oui, c'est trop tôt de le juger quand on prend le nombre des rencontres, parce qu'il n'a joué que 4 rencontres. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, quand on prend les nombres de rencontres, c'est trop tôt de le juger. Mais maintenant, dans le fond, c'est un entraîneur qui est venu avec des sorties hasardeuses pour la première liste et la blessure de Kofi. Je pense qu'il soignerait premièrement et il doit soigner sa communication. Et deuxièmement, c'est pas parler trop. On peut parler trop pour ne rien dire. Excusez-moi. Voilà. Je dis ce que je pense et ça n'engage que Bandaogo Abdoulaye. Voilà. Ça n'engage que moi. Et je pense qu'il doit être quelqu'un qui rassemble. Vous venez à la tête d'une sélection où vous n'avez pas participé et à la compétition précédente. On parle d'indiscipline. On parle d'indiscipline où est-ce que vous avez vu ces gars d'indiscipline? Parce que vous n'étiez pas à la précédente compétition. Vous venez pour bâtir une équipe, vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez besoin de tout le monde. Vous avez besoin de tout le monde pour avancer. Quand on veut parler trop sans rien faire sur le terrain, je pense que ça n'avantage pas. Et Brahma en train de montrer ses limites, et que ce soit sur le plan communicationnel ou sur le terrain. Moi, je vous ai dit, que ce soit dans Vénexonré, ou je n'ai pas un problème, que ce soit un local ou un expatrié. Moi, j'ai besoin d'un sélectionneur Abzeta qui est convaincant, qui est compétent et qui est rigoureux dans son travail. Que ce soit un expatrié ou un national, moi je m'en fous de ça. Moi j'ai besoin d'un entraîneur qui peut amener notre équipe à un autre niveau. C'est pour ça que j'ai traité d'autres entraîneurs comme des stagiaires, parce que leur niveau, le niveau de notre équipe nationale dépassait le niveau de l'entraîneur. Je parle de Velut. Quand on prend le cas de Brahma vient prendre une patate chaude qu'il doit gérer. Et quand on voit le projet même de notre football au Burkina Faso, c'est biaisé. Il n'y a même pas de projet, il n'y a même pas de réalité, il n'y a pas de logique dans notre football. Loin d'apprécier Malo, il revient à la CAN. Entre la CAN au Cameroun et la CAN en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Qu'est-ce qui a été fait pour la progression de notre équipe nationale? Côté projet, rien du tout. On revient d'une CAN encore, on débarque l'entraîneur, c'était mon souhait, Velut, pour mettre en place une équipe. Est-ce que du Cameroun, jusqu'à présent, on ne nous a pas montré un bilan technique de notre équipe nationale? On n'a pas montré un bilan technique de notre équipe nationale. Et pourtant, on aspire à être une nation de football demain. Si la base est mal ficelée, on ne peut pas avoir un bon bâtiment demain. Et pourtant, on avait l'occasion de continuer avec un entraîneur comme Kamou Malo, qui avait donné des résultats au Burkina, au Cameroun. Il fallait continuer et essayer de rectifier certains tirs. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien compris. Le contrat pour l'entraîneur, on dit d'atteindre les quarts de finale. Il joue les demi-finales. On revient, on ne renouvelle pas son contrat. On redonne l'équipe à un autre entraîneur pour rajeunir et qualifier l'équipe pour la Côte d'Ivoire 2023. On se qualifie
Pourtant, ce sont les mêmes hommes que Velud a pris pour se qualifier. Velud n'a pratiquement rien, voilà, rien changé au sein de l'équipe nationale. Et j'ai participé à la double confrontation Burkina-Togo. Burkina-Togo, le match aller c'était au Maroc, c'était 1-0 pour le Burkina. Le match retour c'était 1-1 à Lomé. J'étais à Lomé. J'ai vu l'entraîneur brandir le match de la qualification du Burkina comme un trophée, que c'est la première fois que j'ai dit le Burkina n'est pas un stade où la qualification à une CAN est un événement pour les Burkinabés, c'est un non-événement. Pour nous, c'est se qualifier à une Coupe du Monde. Et dès lors, j'ai tiré la sonnette d'alarme de faire attention, sinon on risque de pleurer. On part perdre le match. Oui, on part perdre le match face au Cap-Verdien, 3-1. Si on gagne ces rencontres, si on gagne le match contre le Togo à Lomé, on gagne ces rencontres à Abzeta face au Cap-Verdien et on faisait des bons résultats de nos matchs amicaux l'année passée avant la CAN, on allait être tête de poule pour la Coupe du Monde. On allait éviter les grosses machines, les grosses équipes de l'Afrique. On pouvait mieux se positionner. On allait être tête de poule parce qu'on allait être parmi les 9 premiers en Afrique. Mais voilà, on part, on gasse nos chances. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? C'est pour ça que je dis, il faut travailler de telle sorte pour mettre en place un projet, pour mettre en place un staff technique vraiment compétent et convaincant et rigoureux pour notre équipe nationale. Parce que si on joue la finale en 2013, on joue la demi-finale en 2017, on joue la demi-finale en 2022 au Cameroun, et l'équipe qui est champion et l'équipe qui a plus de trophées en Afrique n'a même pas fait ce parcours, ces 5 dernières CAN, comme le Burkina, je pense qu'on fait partie des quotas où on doit être exigeant avec notre équipe nationale et surtout avec la Fédération burkinabé de football. Ah oui. Alors, tout compte fait, ces matchs sont passés. La suite c'est d'autres matchs à venir. Qu'est-ce qu'on doit peut-être améliorer pour affronter... On affronte à nouveau l'Égypte? Oui, on va jouer l'Égypte, mais c'est carrément en 2025. Il faut jouer d'abord... c'est comme Djibouti. Je pense que c'est en mars 2025. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut travailler à assainir le milieu. Il faut travailler à assainir le milieu footballistique, que ce soit au sein des étalons ou soit autour des étalons. Il faut travailler à assainir le milieu. Il faut qu'on se dise une certaine vérité. On a besoin de tout le monde pour avancer. On a besoin de tout le monde dans l'équipe nationale pour avancer. On a besoin aussi de l'honnêteté dans la gestion de notre football. Parce que j'ai l'impression que beaucoup sont hypocrites. Excusez-moi de le dire. Il y a plein d'hypocrisie dans notre football. Il faut travailler de telle sorte à assainir le milieu. Parce qu'on ne peut pas aller à une guerre si on ne s'entend pas. On perd déjà d'avance. Donc, c'est l'union. C'est toujours j'ai dit, s'unir pour bâtir, grandir ensemble. On a besoin de cette philosophie. Quand je vois aujourd'hui, on écarte des joueurs et le choix n'est pas sportif. On se rappelle bien des trois au début, même quand vous prenez les deux. Kofi. Pourquoi j'ai parlé de manque d'expérience? Vous croyez que, regardez le deuxième but égyptien, Nasser Giga, c'est vrai, il a joué la Ligue des Champions, il joue en Serbie, il a joué plusieurs matchs. Mais Youssouf Dayo, avec son expérience, il n'allait pas se couler à Hermot Absoba. Ils allaient anticiper parce que Hussein Bouda a relancé la balle dans l'axe. Ça, c'est une passe à l'adversaire qui nous a coûté cher. Et le défenseur, le stopper, qui est Nasser Giga, était collé à Edmond. Pourtant, il fallait anticiper l'action. C'est là où on parle d'expérience à Abzeta. Le deuxième match, on a vu les limites de Kylian Nikiema. Imaginez un Hervé Kofi Kouakou. Qu'est-ce que ça va nous donner? Aujourd'hui, et loin de vous, c'est pas une information, c'est connu de tous, Bertrand Isidore Traoré est le leader technique de notre équipe nationale. Il n'y a même pas match. Il fait une très belle saison avec Villarreal. Le choix, qu'est-ce qui explique sa non-convocation? Parce qu'on se bat sur quoi pour sélectionner les joueurs. C'est pour ça que je vous ai dit, une équipe nationale n'a pas forcément besoin de stature, mais les hommes en forme du moment. Maintenant, c'est son utilisation sur le terrain. Les gens ne demandent pas à l'entraîneur de titulariser ceux qu'il n'a pas convoqués. Non. Maintenant, c'est à quel moment où il peut être utile dans le match. En Côte d'Ivoire, nous tous on était. Il est rentré les deuxièmes mi-temps. Il a fait ses prestations. Le troisième match face à l'Angola, l'entraîneur titularise Bertrand et puis Dango Ouattara. Tout le monde était ébahi au terrain quand on a vu les deux parce qu'ils venaient d'une blessure. Ils sont bons en deuxième période parce qu'ils sont en train de prendre du goût. Ils sont en train de prendre un peu de rythme. Au fur et à mesure, vous titularisez, vous jouez pour une victoire, vous titularisez deux joueurs qui viennent d'une blessure. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que souvent, c'est la gestion des hommes. C'est l'utilisation de nos joueurs qui cause problème. Sinon, ces trois ont leur place
au sein de notre sélection nationale. Quand j'ai vu la signature de Brahma, ils ont dit de rajeunir l'équipe. Notre équipe n'est pas si vieille que ça. On a besoin des renforts au sein de notre équipe nationale. On n'a pas une équipe vieille. Actuellement, Siviago, il n'a que 31 ans ou 29 ans. Blati Touré même n'a pas 32 ans. Bertrand n'a pas 32 ans. Hermon a 25 ans. Quand on enlève les trois, il n'y a plus de vieux joueurs au sein de notre équipe nationale. C'est pour ça que j'ai dit, notre équipe nationale a plus besoin de renforts que de rajeunir. Parce qu'on a des jeunes joueurs qui viennent. Et on a des jeunes joueurs qui sont là. Donc, il faut travailler à assainir le milieu de notre football et surtout être honnête et penser que du football. Il ne faut pas se passer tout le temps à faire des débats ou des quoi par procuration. Non, il faut penser d'abord à l'équipe nationale, il faut penser à la population burkinabé, aux supporters qui souffrent. Quand je dis qu'aujourd'hui les supporters doivent être exigeants pour notre football, parce que c'est le contribuable, ça c'est un. De deux, ils ont les moyens pour aller au-delà de nos attentes. C'est pour ça que j'ai dit, on doit se qualifier pour cette Coupe du Monde. C'est pas, le football n'est pas une science exacte. Et la vérité n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a toujours que 5 points d'écart. On peut rattraper, ça sera difficile. Mais impossible n'est pas burkinabé. Il ne faut jamais dire jamais aussi dans le football. Parce que le football n'est pas une science exacte. Il faut jouer grandement ses chances et surtout croire à son talent. C'est faisable. Est-ce qu'on pourrait rappeler justement ces joueurs qui n'ont pas été... Ils ne sont pas bannis de la sélection. Tout le monde sait que la non-sélection de ces joueurs ce ne sont pas des choix sportifs. Parce que sur vos antennes ici, j'ai parlé des mésententes qui se sont passées à la CAN entre certains joueurs et certains dirigeants de la fédération. Je pense que beaucoup n'ont pas digéré, surtout les autorités. Je ne sais pas si ils sont victimes de ces bruits pendant la CAN. Et je fais confiance à mon instinct. Peut-être ils sont victimes de ça. Parce que je sais de quoi je parle. Je suis dans le milieu. On se connaît aussi au Burkina Faso ici. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes au-delà de toutes ces considérations. Ils sont toujours sélectionnables. Il faut que le coach revoie sa copie. Il peut se réessaisir pendant qu'il est temps. Il a besoin de tout le monde pour avancer. Qu'un joueur, même si on part à Falangoutou, on trouve un jeune talentueux, on peut le mélanger, on peut l'utiliser. Donc on a besoin de tout le monde pour cette qualification. C'est vrai, on a perdu 2 points, mais on peut rattraper certains points parce que l'Égypte n'est pas au mieux de sa forme. Même si ce n'est pas une équipe flambant neuf, c'est une équipe qui sait gérer ses rencontres, mais on peut croire toujours en nos chances. Donc, ces 3, je pense que en Afrique de l'Ouest, ces 3 même, il n'y a pas une sélection qui peut composer une liste de 25 sans mettre ces 3. Là, je défie que quiconque. Il n'y a pas une équipe nationale qui a un Bertrand ou un Issouda ou un Hervé Kofi Kouakou qui peut composer une liste sur le plan sportif et puis oublier ces 3 joueurs. Je ne pense pas. Donc, le problème est ailleurs. Il faut penser football, il faut travailler de telle sorte pour unir et surtout rassembler les gens pour l'objectif final qui est la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup, Abdoulaye Bandaogo. Notre temps est terminé. Merci d'être passé sur ce plateau. J'espère que je n'ai pas été trop bavard. Non, ça va. Merci. C'était des analyses, je pense, assez justes. Merci bien. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est gentil. Abdoulaye Bandaogo, il faut le rappeler, est journaliste sportif. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Monsieur Dieudonné Lankwande est le président de Timis Africa, une entreprise novatrice dans le domaine du droit. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Monsieur Lankwande. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Okay. Alors, ce n'est pas votre première fois sur ce plateau. Exactement. On va parler à nouveau donc de votre entreprise novatrice dans le domaine du droit qui va permettre aux téléspectateurs et aux populations de pouvoir s'informer sur les questions en lien avec la loi ou le droit. Donc, mais il faut dire déjà que vous-même, vous êtes spécialiste du droit ou vous avez fait des études de droit. Exactement. Alors, j'ai fait des études de droit et je suis également spécialiste sur les questions de nouvelles technologies, de droit numérique, d'application, de logiciels et tout ce qui concerne les nouvelles technologies pour permettre d'avoir accès au droit. Au droit. Diplômé donc de l'université de
Panthéon, Assas, donc en transformation digitale du droit et Legal Tech, il faut le rappeler. Donc, et à travers vos activités, c'est de sensibiliser les populations sur donc, les sujets en lien avec le droit, la loi et la justice. C'est depuis 10 années que vous êtes un peu dans le domaine. Vous partez au contact de la population et vous décidez de mettre en place justement Timis Africa. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup pour l'occasion. Excusez-moi. Oui, alors, la gorge est encore, oui, ce matin. Merci pour cette question. Effectivement, Timis Africa, c'est une start-up. C'est une entreprise nouvelle, justement, comme vous l'avez dit, dans le domaine du droit. Donc, notre rôle, c'est de permettre aux justiciables, aux populations, d'avoir accès, justement, à la loi, au droit et à la justice via leur téléphone ou à travers Internet. Donc, aujourd'hui, nous avons ouvert un centre d'appel sur lequel vous pouvez avoir un juriste à distance pour vous informer, pour vous éduquer, et nous servons de relais vers, justement, les professionnels du droit en cas de besoin. Donc, c'est ce que nous faisons depuis une dizaine d'années, presque une dizaine d'années. Merci pour cela. D'accord. Et comment, concrètement, le centre fonctionne, le centre d'appel? Alors, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone et vous composez le 3473. Donc, vous avez accès à un juriste qui va vous donner des informations, qui va vous donner de l'éducation, qui va vous éduquer sur un sujet donné pour lequel vous appelez. Donc, vous pouvez appeler parce que vous avez un problème juridique ou bien vous êtes à la recherche d'une solution à un problème juridique. Donc, quel qu'en soit le sujet, quelle qu'en soit la matière de droit, que ce soit droit de la famille, droit du travail, que ce soit des questions liées justement à la famille ou au travail, vous pouvez avoir des réponses au 3473. Et il faut ajouter que c'est en toute langue. Bon, naturellement en français, mouré, djoula pour le moment. Donc nous allons progressivement ajouter les autres langues pour permettre justement à la population ou aux justiciables de comprendre le droit et d'apprendre aussi sur le droit. Et quand on appelle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous décroche au téléphone et on échange, on pose les questions. Est-ce qu'on a des réponses immédiates? Oui, quand vous appelez, c'est direct, c'est en live and direct comme on dit. Il y a un juriste ou une juriste qui vous répond. Ça dépend de qui vous choisirez. Si vous voulez parler à une femme ou vous voulez parler à un homme en français, en moré ou en djoula, voilà, la personne est là qui va vous recevoir et vous allez échanger, c'est en toute confidentialité, c'est en toute sécurité, sur le problème pour lequel vous appelez. Voilà, ça peut être un problème lié au travail, ça peut être un problème lié au voisinage, ça peut être un problème quelconque lié au droit. Voilà, donc vous appelez au 3473 avec n'importe quel opérateur au Burkina Faso uniquement. Donc vous avez accès justement à toutes ces informations avant, pendant ou après une procédure qui est déjà lancée. Est-ce que la ligne est ouverte à tout moment? Oui, la ligne est ouverte 24 heures sur 24. Nous recevons les appels même à minuit, 1 heure du matin pour des gens qui ont des problèmes en famille, de couple, voilà, des gens qui ont besoin de savoir quelle est la suite, quel est le comportement à adopter dans cette situation. Voilà, parce que nous vivons le droit tous les jours. Tous les jours, nous posons des actes qui peuvent nous amener soit en prison, soit à la banque, soit à la mairie. Donc, justement, quand on est incertain par rapport à un problème juridique, par rapport à un sujet, voilà, on peut tout de suite appeler et puis, voilà, un juriste vous répond. Voilà, que ce soit aussi sur des questions liées à l'état civil, voilà, des actes de naissance ou tout autre sujet. Ok. Parce que souvent, on peut avoir besoin de même un document, on ne sait pas vers quelle institution judiciaire se tourner. Ça peut être l'occasion de juste passer un coup de fil et avoir l'information avant de se déplacer. Est-ce que, en fait, pour l'appel, c'est combien par minute? C'est ça aussi? Oui, l'appel est facturé à 150 francs CFA la minute. Donc voilà, c'est au-delà de ce qui est prévu normalement. Oui. Voilà, donc on a juste ajouté 50 francs pour le service, voilà, sur voilà, le tarif normal. Donc l'appel est facturé à 150 francs la minute et vous avez des informations, de l'assistance gratuitement. Voilà, donc ça veut dire que vous n'avez plus
de frais à payer pour avoir l'information qui est au téléphone. Voilà. Et comment votre cabinet juridique aussi envisage sensibiliser la population ou les populations sur leurs droits, devoirs, tout ce qui est en lien avec la loi? Alors, nous passons par des formations, des sensibilisations sur des groupes de personnes ou des communautés qui sont marginalisées, qui sont à la recherche justement d'une solution à leurs problèmes. Donc, nous passons concrètement au milieu des femmes dans les marchés, des artisans, des structures associatives, des commerçants qui souhaitent savoir quelle attitude adopter lorsqu'ils sont face à un problème juridique. Voilà, lorsqu'ils sont par exemple à un problème personnel, ils peuvent se poser pas mal de questions parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'accès à la justice est un problème. L'accès au droit est un problème. Donc aujourd'hui, nous voulons travailler à limiter les barrières qui entravent le justiciable d'avoir accès à la justice. Parce que, par exemple, il faut parcourir en moyenne 100 km pour avoir accès à un professionnel du droit. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut tout de suite au téléphone avoir l'information. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire et qui a besoin d'établir par exemple son casier judiciaire. Il faut forcément aller à la cour d'appel et donc du coup il ne sait pas la procédure ou les documents à fournir pour avoir justement ce document. Donc en appelant, on peut lui dire voilà, vous devez apporter votre acte de naissance, vous devez apporter tel papier, telle demande. Donc vous avez tout de suite l'information au lieu de se déplacer, arriver devant la juridiction, avoir l'information et repartir. Donc ça fait double dépense. Un double trajet, donc une double dépense. Exactement. Donc voilà. Allez-y, monsieur Lambandé. Très rapidement, en fait, c'est limiter justement la distance, voilà, pour avoir accès à cette institution, à ces institutions, mais aussi permettre aux gens de ne plus avoir peur de la justice. Parce que quand on parle du droit, quand on parle de la justice, les gens ont peur. On dit convocation, alors que non, c'est peut-être pour vous consulter, pour vous écouter, voilà, pour savoir la vérité. Ensuite, les coûts aussi, les coûts de la justice sont assez chers pour certains acteurs de la justice. Pour avoir, par exemple, un acteur aujourd'hui, ça coûte hyper cher. Et il y en a aussi, c'est pas cher, mais bon, voilà, aujourd'hui, avec l'appel à 150 francs la minute, vous pouvez avoir quand même un certain nombre d'informations pour votre cas, je dirais. C'est ça. Et vous avez pris l'exemple donc de celui qui est en Côte d'Ivoire. Moi, je dirais même, par exemple, sur le même territoire, au Burkina, il y a certains qui sont dans des zones éloignées, des populations qui vivent dans des lieux éloignés, qui n'ont pas forcément accès donc aux services juridiques tout de suite, ou qui ont une méconnaissance même de ce service-là. On va dire que Timis Africa aussi accompagne à ce niveau. Justement, alors pour les personnes qui méconnaissent leurs droits ou leurs devoirs, c'est simple, on va mettre en place des capsules vidéo ou en tout cas des petits spots qui vont permettre de comprendre ou de connaître cela, parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc que tu sois dans un domaine d'activité, il ne faut pas ignorer la loi. Donc il faut chercher à savoir s'il y a des licences ou des autorisations pour tel exercice, pour telle activité. Voilà. Donc les personnes également qui se sentent victimes d'une injustice peuvent avoir aussi des informations via nos téléphones. Les personnes qui ont besoin d'un appui, d'un service juridique peuvent avoir aussi besoin de nous, voilà, de Timis Africa, à travers le téléphone que nous avons mis en place et bientôt aussi l'application. On a l'impression justement que c'est assez d'avantages. Et je vous prends au mot, vous avez parlé d'application. Ça, c'est vous travaillez d'abord sur cette option-là. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors oui, effectivement, nous sommes en train de développer une application qui va permettre justement d'anticiper un risque ou bien de montrer sa bonne foi ou bien de défendre ses intérêts. Donc sur cette application, vous pouvez également créer votre entreprise très facilement. Et puis voilà, tout ce qu'il y a comme service juridique qu'on peut dématérialiser, qu'on peut mettre en ligne, ça sera possible artificiel pour permettre aux gens d'avoir des documents assez personnalisés, assez standardisés pour leurs activités ou pour leur usage personnel.
Merci bien. Alors, Monsieur Lankwande, rappelez-nous encore les numéros, le numéro utile pour contacter Témis Africa et bénéficier de l'assistance judiciaire. Oui, le numéro utile, c'est le 3473, le numéro 3473 que vous pouvez appeler sur n'importe quel opérateur, 24 heures sur 24. Et si vous appelez, vous avez accès, vous pouvez parler à un juriste à distance, quelle qu'en soit la position où vous êtes. Vous êtes à Fada, vous êtes à Diapaga, parce que Fada c'est chez moi, mais vous êtes aussi à Waïguia, oui. Vous êtes à Bogo, partout au Burkina, vous avez accès au service et tout ce qu'on peut faire au téléphone, on le fait. Mais sinon, dans ces villes ou dans ces provinces, il y a justement des points de service juridique, notamment des juridictions, des tribunaux ou des cours d'appel ou bien aussi des cabinets de professionnels du droit. Voilà, que vous pouvez aller aussi, vous pouvez aller, voilà. Donc c'est le 3473 que vous appelez en français, en mouré, en djoula ou toute autre langue. Ça veut dire que vous pourrez sélectionner justement donc la langue de votre choix. Exactement. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Si vous parlez français, on continue en français. Si vous parlez mouré, on vous écoute en mouré et on vous répond en mouré. Si vous parlez djoula, on vous répond en djoula. Voilà, on parle en djoula parce que le droit peut parler plusieurs langues. Le droit aujourd'hui, nos juristes justement peuvent parler plusieurs langues. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lankwande. Merci d'être passé sur ce plateau et on attendra donc l'opérationnalisation de la plateforme pour revenir sur Témis Africa. Merci. Merci. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Aujourd'hui et maintenant, on parle donc avec Madame Safia Koulibaly, elle est responsable de la boutique Image in Wax, où elle fait des merveilles. Bonjour Safia Koulibaly. Bonjour Madame, toujours un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, merci à vous d'être là sur ce plateau. Alors, vous avez une boutique et vous faites beaucoup de choses, donc vous vendez en fait beaucoup de choses dans la boutique. Comment est née l'entreprise Image in Wax où vous travaillez avec le cuir et le pain, on va dire? Oui, Image in Wax, c'est vraiment un concours de circonstances, un pur hasard. J'ai eu à allier en fait l'opportunité avec la créativité, ça a plu aux gens, donc je m'y plais dedans. C'est un peu ça, c'est né par hasard. C'est né par hasard. Depuis quelle année? Presque 6 ans maintenant qu'on est là. Hein? Ok, oui. Super. Maintenant, qu'est-ce que vous commercialisez concrètement? J'ai principalement 3 volets. C'est du linge de maison, c'est-à-dire les draps, les nappes, les tabliers, les accessoires de bureau, c'est-à-dire les porte-documents, les sacs ordinateurs, les boîtes à mouchoirs, également les accessoires de mode, les porte-monnaies, les porte-clés, tout ce qui va avec la femme, quoi. Voilà, maintenant, c'est quoi la particularité en fait de ce que vous fabriquez? Parce que quand vous parlez de draps, est-ce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir ou bien c'est quoi la particularité de vos draps, ainsi de suite? Ma particularité, c'est le pain, c'est-à-dire le local, le cocotte d'onda. Je mets une touche de cocotte d'onda sur mes draps. Voilà, on voit une image à l'antenne. Hein? Voilà, le cocotte d'onda, du wax, du façon d'enfanie que j'essaie de mettre sur tous mes articles, ça qui fait un peu ma particularité. Également, ce sont les découpes que je fais vraiment les découpes de pain. Et ça, vraiment, ça sort de l'ordinaire. Les découpes, ça c'est... Oui, les motifs des pains. Je suis les motifs. Et une fleur sur un pain, je le découpe. Je découpe la fleur. Par exemple, je découpe les fleurs. D'accord, on va voir d'autres images, voilà. Et on verra bien ce que vous faites. Donc ça c'est l'exemple de drap. Et ça, ah oui, ça c'est portefeuille avec l'argent. Hein. Bon, vous voyez, non, c'est pour les hommes, par exemple, des bébés tout en cuir, des sacs ordinateurs, des porte-clés. Voilà, par exemple, c'est un sac, par exemple, pour faire les courses avec du pain que je fais. Voilà. Ah, ça c'est le nouveau pain, hein. Ça c'est... Oui, parce que c'est nouveau en fait. Oui, c'est ce qui est à la mode présentement. Pardon, Mariette, on revient à la dernière image. Voilà, c'est ce qui est à la mode. Parce que je pense que j'ai porté ce pain même hier. Hier. Ok, donc vous fabriquez des sacs à base aussi de ces motifs de pain là. Ok. Voilà. Maintenant, il y a ces bijoux-là aussi qu'on a. Vous voyez, par exemple, ça c'est pour les femmes, c'est tout en cuir avec du façon d'envoi, c'est des porte-documents, par exemple, hommes et femmes, tout le monde peut l'utiliser. Toujours avec une touche de cocotte d'onda, façon d'enfanie, du wax, c'est vraiment ça ma particularité. Est-ce que vous êtes dans drap, et portefeuille, porte-monnaie ou encore sac?
Uniquement que ça, ou vous êtes dans les habits aussi? Les habits, pas encore. Non, je vends uniquement les pagnes Coco-Donda, mais les habits, non, pas encore. Les pagnes non cousus, en fait. Non cousus, voilà, tu prends, tu vas faire ce que tu veux, mais je n'ai pas encore commencé les habits, l'habillement. D'accord, donc la création, c'est pour vraiment le drap, et donc les portefeuilles, les porte-monnaies, les sacs, les accessoires. On a quand même quelques produits dans notre calebasse que vous avez ramené, donc on va voir. Ça, c'est des porte-monnaies pour les femmes, par exemple. Ouais, par exemple, ça, c'est le chapeau de saponnet qu'on a essayé de faire en porte-clés. Ça fait un cadeau souvenir du Burkina. Oui. Voilà, ça, par exemple, c'est des porte-clés également. Pagne. Oui, ça, c'est avec du pagne. Okay. Fait à la main entièrement, sans aucune machine dessus. Voilà, ça également, c'est pour... Ça, c'est des porte-monnaies. Tout cuir, comme je dis toujours. Également, la finition. Je mets beaucoup l'accent sur les finitions. Ce sont des détails qui comptent beaucoup. Voilà, pour que vraiment les gens soient à l'aise en portant du made in Burkina. D'accord. Maintenant, on se demande, ça peut coûter combien un porte-clés? Les porte-clés, ça fait 8 000. 8 000 pour... Oui. Ok. Oui, pour la qualité qu'il y a dedans, 8 000 en tout cas, c'est pas cher. Et vous avez fabriqué avec... Là, c'est du Coco-Donda avec du cuir. Et là, c'est une corne, par exemple, qui est dessus, avec le nom. Bien sûr. Là également, vous voyez, le sac, ça, par exemple, le porte-clés, il est à 1000 francs. Je pense qu'à partir de 1000 francs, tu as quelque chose de la boutique. D'accord. Voilà. Super. Merci bien. Et nous, on vous dit merci aussi parce que vous nous avez apporté des porte-clés à la rédaction. Donc, merci bien. Maintenant, où est-ce qu'on peut joindre, où est-ce qu'on peut retrouver la boutique Image in Wax d'abord? Image in Wax, elle a une boutique physique déjà qui est sur l'avenue de la Dignité. D'accord. Collée, je suis la voie de Jean-Pierre Guingané pour ne pas faire un peu trop de pub. Également, on est très présent sur les réseaux sociaux, Facebook Image in Wax, Instagram, TikTok, WhatsApp. C'est Image in Wax, Safia Koulibaly. Voilà, entre les deux, en tout cas, vous allez trouver nos articles là-bas. D'accord. Donc, on vous retrouve pas loin de Jean-Pierre Guingané, sur cette voie-là, et on vous retrouve sur Internet. Donc, la page Facebook, c'est Image in Wax. Exact. D'accord. On va Image in Wax, voilà, c'est Image. Imaginez le wax. Apostrophe. Voilà. I-N. Et le wax. Donc, et le wax. Voilà. W-A-X. Exact. Sur Facebook, Instagram, sur TikTok. Franchement, on est présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Néanmoins, on va laisser un contact. Et 66 73 66 53. On rappelle 66 73 66 53. Super. Merci beaucoup. Et on a épuisé longtemps. Quel serait votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? C'est remercier les clients justement qui font ma force. C'est inviter ceux qui doutent encore à venir faire un tour à la boutique ou bien sur ma page pour se rassurer du fait local qui est vraiment... On est fiers de porter du fait local en fait. Donc je vous y invite. Merci encore à tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui veulent me connaître, tous ceux qui y croient. Et merci encore à Savane TV pour l'opportunité que vous m'offrez justement de faire connaître autrement le Burkina à travers Image in Wax. Merci beaucoup à vous aussi d'être passé sur ce plateau. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On s'arrête ici pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. On vous invite à prendre soin de vous et surtout, excellente journée à l'équipe.